Stéphane Bern. C'est le moment du quiz qui m'oppose à Clémentine Portier-Kaldenbach. Alors, est-ce que les questions posées sont vraiment historiques? C'est bien simple, si je gagne, c'est oui. C'est parti. Ah bah elle est simple la vie pour vous quand même. Il fait ses règles, tranquille. Non, c'est un quiz très sérieux. Il y a des huissiers qui travaillent dessus. On aimerait bien les voir de temps en temps. Là, ils sont RTT. Ouais. Mais en tout cas, c'est une question pour vous, Stéphane, pour commencer. Et avant de commencer ce quiz, j'aimerais donner à nos auditeurs un scoop que le magazine Voici peut écrire noir sur blanc. Alors ça va vous choquer, mais Stéphane Bern, pendant l'émission, boit de l'eau de la fontaine d'Europe 1. Comprenez, de l'eau du robinet. Stéphane Bern. Transition. Oui, c'est dans des gobelets en carton pour éviter la pollution. Oh là là, mais il a une conscience écologique celui-là. Vous faites tous notre fierté, voilà. Donc, la transition avec l'eau du robinet, elle est toute faite pour la première question, qui sera une question Châteldon. Du nom de cette eau minérale. Encore oui. Qu'est-ce que vous avez avec Châteldon? Vous êtes actionnaire ou quoi? Partenariat. Non, mais c'est pas vrai. Donc, c'est cette eau minérale qui, selon la légende, était la préférée de Louis XIV. Durant son histoire, la source a aussi été la propriété de Pierre Laval, l'une des personnalités la plus importante du régime de Vichy. Tout le monde sait ça, cher monsieur. Vous n'avez pas une autre question, là? Non, mais on l'appelait aussi l'eau du président. Moi, je refuse qu'il ait un point pour une question aussi facile. Non. Vous avez eu aussi des questions faciles. Non, tout le monde ne le sait pas. Madame, vous méprisez les auditeurs. Clémentine, vous savez qu'il est en difficulté. En tout cas, tout le monde le sait. Il est en difficulté, il faut bien l'aider de temps en temps. Il n'est pas en difficulté. Regardez, il jubile. Il dit, mais c'est même pas une question. C'est de la rigolade. Alors, Stéphane, quelle est votre réponse? C'est très difficile. En quelle année Laval a-t-il acheté la source Châteldon? Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi, parce que c'est voilà, oui, en quelle année? C'était l'eau du président Pierre Laval, président du gouvernement du maréchal Pétain sous Vichy. En quelle année? Et sa fille, José de Chambrin, on a beaucoup qui a bu. été la maîtresse d'Arletty aussi. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler non plus. Bon, demandez-lui en quelle année. En quelle année? Mais non, mais c'est pas votre question. Si, c'est la question. Maintenant, c'est la question. Non, mais je vous ai trouvé très brillant. On va quand même écouter la réponse. Oui. Vous avez gagné. Mais comment fait-il? Alors, maintenant, question subsidiaire, l'année. Je me demande. Là, vous aurez toute mon admiration si vous répondez bien en enlevant votre oreillette. J'ai pas d'oreillette. Non, c'est juste une autre. Il a une autre. Comment voulez-vous que la régie sache? Non, mais ils n'ont pas compris la question, me disent-ils. Et vous, Clémentine, savez-vous? J'en ai aucune idée. Alors, moi, je pense. Au lendemain de la guerre, au lendemain de la Première Guerre. Allez, on va dire, il aurait acheté ça, quoi, 1928. Écoutez, vous avez de la chance, c'était pas dans la question. Il achète cette source en 1933. Grâce à ses relations, Pierre Laval va donner une prestigieuse vitrine à son eau en la servant aux Fouquettes, à l'Automobile Club de France, et grâce au grand-père de Valéry Giscard d'Estaing, à bord du paquebot le Normandie. Et vous savez qu'autrefois, on l'appelait l'eau du président, et que comme, évidemment, le président Laval a mal fini, enfin, il s'est mal conduit, et ensuite il a mal fini, on a fini par l'appeler, ils ont mis 1750 ans en avant, et l'eau des rois, l'eau de Louis XIV. Mais c'est vrai que sur la... Elle est au demeurant absolument délicieuse. Oui. Pour faire oublier la période... Sur l'étiquette, on voit plus trop l'eau du président. Oui, non, ça non. Allez, une nouvelle question pour Clémentine. 1912, le 23 mai, en la présence de l'empereur Guillaume II, c'est la mise à l'eau du paquebot transatlantique l'Imperator. Au dernier moment, une figure de proue en forme d'aigle a été rajoutée. Une demande de l'épouse de Guillaume II, l'impératrice Augusta Victoria. Est-ce vrai ou faux? C'est bien la première fois que cette pauvre Augusta aurait demandé quelque chose. Oui, en même temps, il me semble qu'elle était à la fois assez effacée, mais quand même volontaire. Oui. Est-ce qu'elle aurait pu lui demander... D'abord, il n'avait pas été prévu une figure de proue sur
Ça a été rajouté au dernier moment. C'est un transatlantique du type Titanic. Il n'y a pas de figure de proue sur un paquebot de ce genre-là. Donc elle aurait elle-même exigé que l'on en rajoutât un. Ouais, parce que c'est joli les aigles. Moi j'en ai une sur. J'ai un aigle sur ma voiture. Surtout le symbole de. Mais je vois pas du tout. L'aigle impérial, c'est le symbole de l'Allemagne. Elle n'aurait pas dit, dis donc, Friedrich, j'aimerais bien une aigle impériale. Willem, oui, il fait pas non Friedrich. Willem. Alors la réponse. Alors en même temps, quel serait l'intérêt de la question ? Vous dites qu'elle aurait demandé, elle a demandé qu'on rajoute une aigle impériale à la proue de l'impérator. Exactement. Non. Vous dites non, on vérifie. Vous avez gagné! Rien à voir avec son épouse. En fait, c'était le plus long navire de l'époque, mais ayant eu vent de la construction d'un navire transatlantique britannique au même moment et de même dimension, ils ont rajouté cette figure de proue pour être certains de garder le record. En fait, c'était inutile et en plus, une tempête a entraîné son décrochage assez vite. Très intéressant. Pour l'instant, vous êtes ex-aequo tous les deux. Oui. Alors, une nouvelle question pour Stéphane. Sur la Châteldon. La Châteldon, est-ce une eau plate ou une eau gazeuse? Oh non, c'est pas vrai. Il y a eu un petit moment de flottement. Elle est légèrement et délicieusement gazeuse. Pétillant. Oui. Non, rien à voir. Alexander von Humboldt fut un grand naturaliste allemand né en 1769. Grand ami de la France. Alors qu'il explore l'Amazonie, il tombe sur une tribu étonnante, les Atures. Leurs animaux domestiques sont des crocodiles. Il le consigne dans son journal. Vrai ou faux? Alors, il tombe sur une tribu, déjà le nom, à mon avis, est louche. Ouais, les Atures ou peut-être les Atures, peut-être. Les Atures. C'est beaucoup de considération pour les crocodiles. Ça fait des... Vous en avez sur votre polo? J'en ai un sur mon polo et ma voisine en a un sac à main. Mais, c'est ça, là. Et ça, à Dieu ne plaise que ça se produise jamais. Non, je n'ai pas de sac à main en crocodile. Je ne vois pas comment un crocodile peut devenir un animal domestique. Alors, les Aturos, ils ont comme animaux de compagnie, les Atures, ils ont des crocodiles. C'est ça, exactement. Non, je les crocodiles. En croquis, au pied. Et on les voit faire leur jogging avec leurs petits crocodiles. Non, je ne crois pas ça. Non, vous ne croyez pas? Non. Eh bien, moi, je dis oui. Mais c'est pas ma question. C'est pas sa question, mais on va voir si Stéphane a bon. Moi, je dis non. On écoute. Vous avez les Atours aiment beaucoup le crocodile. Eh oui, j'ai gagné. Eh oui, vous avez gagné. Nous sommes en mai 1800. M'induire en erreur. Vous avez bien fait de résister. Oui. C'est votre volonté qui vous sauvera. Oui. Alors, on est en mai 1800 et il tombe sur un perroquet. Le volatile est le seul être vivant à parler la langue des Atures, ou des Atures, une tribu dont il n'existe plus aucun représentant. Un indigène de la tribu des Maipures qui les a côtoyés le certifie. Ça me rend toujours triste. Et c'est alors qu'un crocodile a mangé le perroquet qui permettait de... Non, c'est quoi l'histoire du crocodile? Non, le crocodile, c'était juste une fantaisie. Une fantaisie de l'auteur. C'est triste, une langue qui meurt quand même. Et surtout quand tu penses à la dernière personne qui l'a parlé. Oui, c'est un perroquet. Qui a parlé tout seul pendant toute sa vie. Ah oui, c'est encore plus triste. Une question pour Clémentine. Allez, je vous fais voyager aujourd'hui. Je regarde pas la dépense. Direction la Chine. C'est au XVe siècle que naît un art étonnant, le kintsugi. C'est l'art de réparer un bol de céramique brisé. Oui, c'est japonais, ça, c'est pas chinois. Enfin, attention. Quand je dis c'est l'art de réparer un bol de céramique brisé, c'est une question? Ou est-ce que c'est l'art de trouver le bon bol de céramique qui correspond au thé que l'on a choisi? Eh bien, comme l'art de la réparation de la céramique à l'or est un art japonais, eh bien, je pense que la réponse à votre question, c'est l'art de choisir le bol qui convient à un thé spécifique. Waouh! Alors ça, je veux dire que là, quand il y a de la culture, oui, c'est ça, elle me l'a balancé en plein dans les dents. On vérifie. Vous avez perdu. Non, malheureusement, c'était bien l'art de réparer les bols. Mais c'est japonais, non?
Eh ben, écoutez, moi, sur ma question, il y a marqué Chine et j'ai une confiance totale Ah non, c'est japonais. en Sébastien Stéphane, Bordenave. qu'en pensez-vous ? Je ne pense plus. Vous savez, moi, je ne me mêle pas. C'est Vous avez perdu, vous avez japonais. perdu. Non, c'est japonais, l'art de... Le kintsugi, ça veut dire jointure en or. Oui. Les morceaux de bol sont collés avec de la laque d'or. C'est devenu, avec le temps, une philosophie de vie permettant d'appréhender le passé tout en prenant en compte les accidents. Cela peut se Oui, comparer c'est magnifique, à la ça donne résilience. des objets magnifiques d'ailleurs. Mais alors là, ça vient de ma confusion. J'étais absolument convaincu que c'était un art japonais, d'où ma... Écoutez, Qui a gagné? Non, elle s'est repentie. Ah non, mais Oui, il y tout a- à fait. et il y a- Je ah non, regrette beaucoup d'avoir confondu. Moi, j'ai envie de faire la 5e question. Oui, Elle m'a maître. convaincu. Elle m'a Voilà. convaincu. non, mais c'est la deuxième fois que vous trafiquez. Mais mais il commence à comprendre le mode de fonctionnement de ce jeu. C'est bien. Bravo, bravo. Mais Elle avait l'air sûre j'en d'elle. appelle aux- Vas-y, aux impose ton Allez. style, Jean-Luc. Allez, question 5. C'est la question pour vous départager. En quelle année le matelas à eau a été breveté? Celui qui se rapproche le plus a gagné. vous avez- C'est le matelas rempli de Chalteldon. Non mais, C'est ça. Avec de l'eau Ah ouais. gazeuse. mais qu'est-ce que vous avez avec nos gars? Oh là, je crois que j'ai un petit problème. 1880. Ah non, 1880. vous avez des propositions? Non, ou c'est de- celui qui se rapproche le plus. Le matelas à eau. Un matelas à eau. Qui a Donc pu- vous imaginez un matelas à eau en 1880. Il fallait que le caoutchouc déjà existe parce que Et l'eau aussi. sans latex, pas possible de remplir le Oui, matelas. oui, mais- On aurait pu envisager un matelas de ce genre-là pour des expéditions à la fin du 19e. Vous avez dit quelle année, vous? 1880 Oui. 1880. Eh ben moi, je vais dire 1892. Oh, c'est mesquin. Oh, c'est mesquin. Là, j'ai vraiment l'impression d'être de retour aux pires heures du juste prix. D'un seul coup, on rajoute un tout petit peu. Écoutez, vous êtes très loin. Les deux, vous êtes très très loin. Puisque c'était en 1971. Oh, Ah, oui. alors. Alors. Donc- Alors quel intérêt? Tout l'intérêt, c'est que ça a été inventé Oui, à que une ça soit de époque où l'histoire. on s'y serait pas Excusez-moi, attendu. retirez votre question. Bon, enfin, écoutez, Excusez-moi, non, mais Clémentine. franchement. J'ai déjà arnaqué Stéphane pour vous faire revenir dans le jeu. Alors soyez gentils. Le matelas est donc rempli d'eau. Il a été inventé à San Francisco. Et sachez qu'entre 70 et 80, c'était 20% du marché aux États-Unis. C'est fou ça. Ouais, mais ce que je J'en ai comprends pas, marre. c'est que la poupée gonflable existait depuis bien longtemps. Alors, Alors, le matelas. Alors je vais être précis. Le premier matelas d'eau connu a été inventé, vous aviez raison, début 19e, mais non breveté par un médecin écossais du Eh nom ben de alors. Arnott. Ah, bah. Et le but Dunlop, le pneu, c'est la fin du 19e aussi. Votre matelas, il devait déjà exister. mon vieux, vous non, avez écoutez, voulu- allez vérifier vos Mais sources, plus- hein, puis plus vous jamais viendrez je vous nous favorise, voir. hein. Enfin Vous bref, Et vous moi je savez pourquoi considère on a que fait j'ai ce matelas? gagné. Vous savez pourquoi on a fait ce matelas? Non. Parce que le but c'était d'éviter les escarres aux invalides. Oui, bien sûr. Ah Voilà. oui, oh bah c'est beau. Merci beaucoup. Au revoir. Surtout qu'on sera Clémentine. bientôt concernés, Stéphane. Jean-Luc. Historiquement vôtre.